Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Je suis Pierre Schweitzer. Aujourd'hui, je reçois Robin Deschamps, alias Yves Machosia, romancier et auteur de la trilogie 2148. Alors, je ne sais pas s'il faut le cataloguer comme un roman de science-fiction, d'anticipation ou post-apocalyptique, peut-être un peu de tout ça, mais en tout cas, qui est non seulement très divertissant, mais en plus qui a des messages vraiment intéressants quand on lit un peu entre les lignes, pas d'ailleurs forcément qu'entre les lignes, comme vous le verrez. Bon, comme vous le savez, les gens qui adhèrent aux valeurs libérales sont pas forcément nombreux dans le monde de la culture, donc évidemment, lorsque je rencontre, j'aime bien essayer de les avoir au micro. Et surtout, je me suis dit que ça changerait un petit peu des interviews avec des universitaires, surtout avec des universitaires en fait, parce que c'est vrai que j'en ai fait beaucoup. Ceci dit, pour ma part, c'est un exercice que j'ai vraiment apprécié, donc j'espère que ce sera votre cas aussi. Comme toujours, les liens en description, et notamment pour vous procurer les 3 volumes du roman 2148, et éventuellement vous les faire dédicacer par l'auteur. Je vous souhaite une excellente écoute, je vous retrouve juste après. Robin Deschamps, bonjour. Bonjour. Tu es auteur de romans, et en l'occurrence, je voulais parler spécifiquement dans cet épisode d'une trilogie que tu as écrit. C'était un projet assez ambitieux. Alors ça avait commencé par un premier tome avant d'être forcément pensé comme une trilogie. Ça s'appelait 2148 Requiem Écologie, mais il se trouve que la fin était ouverte, suffisamment ouverte pour que on puisse faire un tome 2, un tome 3. Et je crois que c'est la première fois dans mon podcast que j'invite un romancier. C'est vrai que finalement j'ai l'habitude de réfléchir aux idées libérales plus par le biais, je sais pas, de la théorie économique, du droit ou de l'histoire de la pensée, et rarement par le biais du roman. Alors il y a pas longtemps, je recevais Mathilde Berger-Perrin, non pas en tant qu'auteur de roman, mais qui écrivait une biographie de Ayn Rand, qui elle-même faisait un peu comme toi justement au travers du roman développer des idées à portée politique, on va dire, sans forcément développer une théorie politique. Donc pour les auditeurs qui ne connaissent pas encore la trilogie, et je pense que c'est le cas de la plupart d'entre eux, je vais me permettre de faire un synopsis de l'histoire. C'est dans le style post-apocalyptique, on pourrait dire. C'est-à-dire que ça répond à un certain nombre de classiques du genre. La Terre telle qu'on la connaissait à l'époque, de la fin du XXe siècle ou des débuts du XXIe siècle en l'occurrence, cette terre a été dévastée, notamment par des crises économiques et des crises environnementales qui sont liées l'une à l'autre. Et dans ce monde, il y a eu 2 formes de réponse. La réponse majoritaire a été de s'enterrer et de procéder à une sorte de course à la technologie pour continuer à vivre comme avant, avec des sensations artificielles, des paysages artificiels, de la nourriture artificielle, enfin à peu près tout ressemblant au monde d'avant mais artificiellement, mais confortable. Et à côté de ça, il y a une poignée d'humains qui ont décidé de continuer à vivre à l'ancienne, malgré la forte dégradation de l'environnement. Alors ils sont obligés de vivre dans des grottes, ils vivent de manière tribale, ils peuvent plus avoir d'aussi grandes sociétés, des civilisations nationales, continentales et intercontinentales. Donc ils vivent en petites tribus, et ils vivent beaucoup moins confortablement, mais à l'ancienne, avec ce que ça comporte d'avantages et d'inconvénients. Ces 2 mondes-là ne communiquent quasiment pas, ils connaissent l'existence l'un de l'autre, mais se regardent avec méfiance, communiquent très peu. Et il va y avoir, l'élément qui va les réunir, c'est l'avènement d'un virus qui au départ est plutôt créé, puisque on va rapidement apprendre que c'est un virus qui n'est pas accidentel, mais qui est créé au départ pour faire des dégâts économiques, et puis qui en réalité très vite va échapper à ses créateurs et va avoir des conséquences dévastatrices sur la santé. En particulier, ce qui se passe, c'est que les personnes touchées par ce virus, pour la plupart, ne meurent pas, mais elles reviennent à un état quasiment végétatif, en tout cas à l'état de nourrissons adultes qui sucent leurs pouces, qui ont quand même besoin de continuer à vivre, mais qui ne meurent pas spontanément, mais qui ont besoin d'être totalement assistés par 1, 2, 3, 4 personnes, qui devient très rapidement un fardeau économique insupportable pour la société. Le tout dans un contexte où quand même la compétition entre nations et de manière générale entre l'Orient et l'Occident est assez forte, et qu'on a, comme dans le monde actuel, de l'espionnage économique, des coups bas et des guerres qui couvent.
Donc voilà à peu près le monde dans lequel on est et l'action se situe alors, dans des lieux réels. En l'occurrence, ça se passe par exemple à Marseille, à Lyon, puis dans pas mal d'endroits du bassin méditerranéen et jusque en Iran avec des gens, des Américains aussi. Enfin bref, ça se concentre pas mal sur la Méditerranée, mais ça se passe dans des lieux réels. Sauf que ces lieux ont subi les épreuves que l'humanité a subies et qui font que c'est, oui, je sais pas comment le dire mieux que de dire que c'est du post-apocalyptique. Et c'est à l'occasion de ce virus que les deux communautés vont être forcées de se parler, et en particulier deux individus enfin, un dans chacune de ces communautés, qui vont être obligés de faire un enfant ensemble pour avoir une chance d'éradiquer le virus. Voilà, je pense que j'en dis pas beaucoup plus pour pas déflorer l'action, mais c'est voilà, c'est un choc des cultures et ces deux mondes qui ont évolué de manière divergente pendant assez longtemps en plus, hein, pendant je crois une centaine d'années bah, vont devoir réapprendre l'un de l'autre. Et c'est un roman qui aborde vraiment beaucoup de thèmes à la fois. On reviendra pas sur tous, mais ça parle de transhumanisme, ça parle d'intelligence artificielle, ça parle aussi bah, de thèmes beaucoup plus humains, ça parle de sexualité en général. Enfin, il y a en tout cas des scènes qui... ça repose en partie quand même sur des choses de nature sexuelle. Euh, et puis, euh, et puis il y a une sorte de tableau social qui est brossé d'une société qui ressemblait un peu à la société actuelle avec les dérives étatistes, mais poussée jusqu'à un extrême qui a rendu la situation à la fois grotesque et dramatique. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter à ce résumé ou est-ce que j'ai à peu près saisi l'essentiel? Pas de souci, simplement. Pour moi, le roman, enfin, il a été décrit comme une dystopie. Alors, post-apocalyptique, dystopie, il n'y a pas de grosses, ça pose pas de gros problèmes. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est une dystopie, curieusement, à mon sens, finit bien. Donc ça, c'est pour le Oui. premier élément. Ensuite, en ce qui concerne la vie, le type de vie qui est installé avec cette vie sous terre, c'est surtout en fait le fait de dire que l'intelligence humaine, le côté tertiaire de l'individu fait qu'il va se créer une vie virtuelle. Comme tu le disais tout à l'heure, confortable, et tu as des gens qui sont un peu les laissés pour compte. Alors ils sont considérés justement ces espèces de primaires, de primates, appelle ça comme tu veux. Ils sont considérés plutôt avec dédain. Et il faudra effectivement qu'il y ait des événements comme je les ai décrits qui puissent permettre qu'ils se rapprochent et encore à minima. En ce qui concerne l'histoire de la sexualité, donc un livre, la sexualité fait partie de la vie, et je voulais plutôt comme un entomologiste décrire quel pouvait être le type de rapport entre des individus, dont l'essentiel, on l'a pas dit au départ, c'est quand même une société qui est essentiellement féminine, pour les raisons que j'ai décrites et évoquées, qui sont bien sûr discutables, mais c'était le choix que j'avais fait. Donc la sexualité est décrite dans cette optique-là. Alors, petite parenthèse, euh, euh, j'ai la chance d'avoir des bêta-lecteurs et des bêta-lectrices. Mais je ne sais Surtout pas des si on avait bêta-lectrices, si je comprends bien. oui, c'est curieux, mais la clientèle de ce genre de roman est plus féminine. Je dois avoir 70-75% de femmes qui achètent le livre. Et pour autant, ça n'empêche pas que j'ai décrit cette sexualité dans cette société de façon totalement médiocre, si tant est qu'on veuille considérer le côté féminin de la chose. C'est-à-dire que je suis incapable de pouvoir connaître les pulsions, les désirs, les envies et ce dont les femmes n'ont pas envie sur ce plan-là. Oui, Euh, c'est-à-dire que je crois que les retours que tu as eus sur le premier tome, et les retours de lectrices, parce- elles s'y retrouvaient pas, je crois, dans la manière dont c'était écrit, et je crois que tu as tenu compte d'un certain nombre de ces remarques pour les tomes suivants. non, non, c'est pire que ça. Elles se sont moquées de moi, mais elles avaient bien. Non, mais d'un autre côté, elles avaient bien raison parce que c'était quand même assez maladroit. Donc voilà. Après, alors, C'est toujours difficile, j'imagine, hein, à décharge, si j'ose dire. C'est toujours difficile de faire, enfin oui, d'inclure une scène de sexe dans un livre. Il y aura toujours un côté maladroit. Bah, j'imagine que c'est assez complexe, quoi. surtout quand on veut jouer à ce qu'on n'est pas, et ce qu'on n'est pas capable de comprendre. Et là, à l'apprenti sorcier, si j'ose dire. Si on n'est pas de sexe Non, féminin, ça doit être particulièrement difficile. voilà. Mais ça c'est pas un écueil non plus. Enfin, c'est pas un écueil insurmontable. Et la clientèle de lecteurs masculine, elle retrouve, et forcément, elle retrouve ses pulsions, ses envies et ses fantasmes masculins. Voilà. Mais c'était pas le but, cela étant dit. Enfin, c'était pas le but annoncé, en tout cas. Voilà. Mhm. D'accord.
Une précision importante pour les auditeurs. Là, on parle d'une histoire de virus, de pandémie, etc. Oui, Attention, le roman est sorti en quelle année? le premier tome est sorti en 2017, avant la Covid. Voilà, c'est ça. Donc, on est quand même 3 ans avant la Covid, et c'est amusant parce que bon, même si évidemment que c'est pas, enfin, comment dire, c'est pas totalement hors du champ des possibilités d'imaginer une épidémie. Donc, il y a d'autres romans qui l'ont fait, mais je trouve que dans la manière dont les autorités répondent à cette pandémie et les réflexes que ça va entraîner de la part des sociétés dans la manière dont elles fonctionnent, leur approche de la sécurité, de l'économie. C'est des relations internationales même, je trouve que c'est assez frappant la manière dont c'était prémonitoire, quoi. Donc ça tu as réagi comment toi quand la pandémie est arrivée et que tu as vu un peu ton roman se dérouler sous tes yeux? Bah, surtout, ce que j'ai vu, c'est l'arrivée du deuxième tome qui était complètement tombé à plat. Comment proposer à des gens de lire quelque chose qu'ils sont en train de vivre actuellement. Alors, je sais bien que les gens avaient un peu plus de temps avec la Covid, mais c'était pas vraiment le bon. Les gens n'avaient pas envie d'entendre ça. Et puis, je le comprends tout à fait. Juste pour préciser aussi que l'importance de ce virus, qui est différent il s'appelle H15N11, si je dis pas de bêtises. Oui, Ce virus est différent parce que c'est un virus mixte. C'est-à-dire qu'il est électronique, enfin informatique, j'allais dire, et biologique. oui. C'était pas anodin parce que, ayant quand même eu un parcours scientifique, tous ces éléments-là sont déjà en route. Des greffons électroniques avec des pôles un petit peu électroniques et biologiques, ça existe, c'est déjà en train d'exister, de se Oui. faire. Alors, on parle vraiment de transhumanisme au sens premier du terme. C'est aussi vers ça que je voulais tendre, c'est parler du transhumanisme et enfin j'espère qu'on comprend mieux lorsqu'on arrive au bout du cheminement du livre pourquoi ce virus est décrit tel qu'il est là et voilà, voilà. Et Oui. je peux en dire plus parce que sinon Oui, ce serait voilà, dommage. on peut pas dévoiler toute l'action, mais oui, oui, Ah en tout non. cas, moi, en tant que lecteur, j'espère avoir correctement compris. Donc voilà. Bah, on va reparler du transhumanisme, mais peut-être, alors, je vais commencer par citer l'introduction de ce livre. D'abord parce que moi, je pense que au-delà de l'intrigue autour du virus et des aventures de ce monde post-apocalyptique, moi, ce qui m'a le plus amusé, c'est finalement la manière dont tu décris le monde actuel. Alors, évidemment, toi, tu en parles comme étant le monde d'avant dans ton livre, mais je trouve que c'est assez bien décrit. Alors, bah, d'abord, je lis l'introduction parce que les intentions sont assez claires. Alors, je cite, toute ressemblance avec des institutions d'État, telles que la SNCF ou EDF, et le comportement des fonctionnaires ou assimilés, qu'ils soient territoriaux ou nationaux, est souhaité. Cette population résiste à tout besoin de changement ou d'adaptation des privilèges qui lui sont accordés, et ce, malgré les évolutions scientifiques, économiques et les 2200 milliards d'euros de dettes accumulées en 2016. J'ose même pas citer les chiffres aujourd'hui. Je reprends. Population innombrable et en plein essor. Aujourd'hui, 35% de la population active est, entre guillemets, payée par l'État, c'est-à-dire les contribuables. Notre système, social certes, mais liberticide, nous mène tout droit vers un futur où 100% de nos actes seront dirigés et contrôlés par des institutions publiques. C'est arbitrairement, mais à dessein, vers ce futur apocalyptique que je souhaite vous entraîner, afin que ce texte reste pour longtemps encore du domaine de la science-fiction. Donc voilà, ça c'est un avertissement en début de livre. Donc voilà, pour ceux qui en douteraient, je veux dire, tu ne masques pas l'inspiration philosophique de nature libérale qu'il peut y avoir derrière ce propos, mais il suffit pas de le clamer. Moi, ce qui m'amuse, c'est que c'est très bien décrit dans d'autres passages, quand par exemple tiens, j'ai relevé quelques passages, je me permets d'en citer un ou deux. Tu parles par exemple des entreprises mixtes, public-privé, donc chose qu'on connaît déjà aujourd'hui, mais tu dis ces monstres issus d'une copulation contre nature privée-publique avaient en général des statuts d'intérêt public ou sans but lucratif. Ils employaient l'essentiel de la population. Toutes les tâches réalisées dans ces entreprises faisaient partie du service au public. Les nombreux employés étaient assez mal payés, mais bénéficiaient d'avantages en nature innombrables. Seuls quelques cadres supérieurs se partageaient le pactole. Et un peu plus loin, toujours en parlant de ces entreprises, tu disais l'État récupérait sa mise de fonds grâce aux impôts et aux taxes auprès des sociétés et de façon plus indirecte à l'aide de son système de double ou de triple imposition des salariés. Et puis une partie de cet argent repartait sous forme de subventions par le biais d'innombrables pôles de compétitivité ou autres structures d'aide entre guillemets permettant d'entretenir de nombreux fonctionnaires des chambres de commerce, d'industrie. La boucle était bouclée.
Voilà, et ça, bah, des petites descriptions comme ça, on en retrouve plusieurs dans le livre et qui, je trouve, décrivent de manière assez amusante ces espèces de structures justement qu'on a du mal à appréhender, quoi. Quand on voit aujourd'hui, moi, EDF, je comprends plus si c'est public, privé, republic. Donc ça, je trouve que c'est assez bien décrit dans le livre et moi, c'est ce qui m'a le plus le plus amusé. Mais après, il y a peut-être d'autres lecteurs qui seront beaucoup plus sensibles à l'intrigue elle-même. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter là-dessus. Oui, oui, j'étais et je suis toujours absolument incapable de faire un livre sur le libéralisme. Et puis il y a des gens qui le font bien mieux que moi. C'est fait, c'est même fait plusieurs fois, bien fait. Je voyais l'autre jour un podcast, excuse-moi, que tu avais fait avec une personne qui avait été un des fondateurs de l'École de la Liberté, Oui, ou Damien Tellier. Damien Tellier, tout à fait. Donc moi j'ai suivi tous ces MOOCs, ça s'appelait comme ça à l'époque, Ouais. pendant plusieurs années. J'ai eu la chance aussi de travailler aussi un petit peu dans l'industrie avec les chambres de commerce, lorsque j'ai fait de la recherche sur des différents brevets. Et tous ces éléments-là, euh, ils sont amusants, certes, mais il y a quand même une grosse part de choses qui sont un peu vécues. Alors après, c'est transformé. C'est ça qui est amusant, je trouve, justement, c'est qu'on sent que on sent que c'est vécu, quoi, justement. Et encore, bon, j'ai pas forcément cité les passages les plus représentatifs, mais le livre en est truffé. Je veux dire, il y a même des petits encadrés comme ça, qui sont en italique, je crois, où tu décris, où tu donnes un petit peu enfin, tu peins un tableau du fonctionnement économique de ce monde-là, qui était ni plus ni moins que le fonctionnement économique actuel, mais juste poussé beaucoup plus loin, et où la proportion de l'activité réelle et donc privée a juste diminué beaucoup plus, et où tout le monde s'active beaucoup, mais personne ne produit grand-chose. Oui, oui, oui. Et là, c'est pas la diminution du PIB par habitant qui se fait actuellement qui va pour l'instant, me faire changer d'avis. Alors, ce qu'on n'a pas dit aussi, quand même, quand on fait un roman comme ça, faut en parler quand même. Lorsqu'on fait un roman avec un contenu libéral, déjà, si on essaie de le vendre en France, moi, je suppose que ma clientèle en France, c'est 0,05% de la population. Si j'étais dans des pays anglo-saxons, j'allais dire, je devrais pas dire ça, mais tant pis, je le dis, plus développés, j'aurais peut-être 15 à 20% de lecteurs. Donc, c'est pas un atout pour aller vendre dans une librairie, hein. Non, clairement. Oui. Voilà, faut pas se leurrer. Pour autant, ça se passe bien, mais parce que ben, j'ai chanté des étapes et que je fais plus souvent de la vente en direct. J'ai eu des personnes qui ont lu le livre et puis qui ont fait une moue dédaigneuse, mais ça peut se comprendre, hein, c'est leur droit. Euh, J'aurais pu faire de la fantaisie ou faire un petit roman d'amour, peut-être que j'aurais fait des choses, ça aurait été peut-être plus facile à vendre. La preuve en est, c'est que j'ai sorti un petit polar récemment, là, un petit polar, j'allais dire sans prétention, moins sévère, moins agressif. Il y a toujours un contenu libéral, je peux pas m'en empêcher. Enfin, j'espère que c'est un petit peu dans mon ADN, sans mauvais jeu de mots. Ouais. Euh, donc voilà, mais là j'ai voulu traiter simplement dans le petit polar, j'ai voulu traiter de deux éléments qui m'ont un peu choqué en la fin de l'été dernier, peu importe. Voilà, donc, mais j'assume totalement 2148 et voilà. Et je suis content de la façon dont il se termine. Je repense à comment il s'appelle comment il s'appelle Patrick de Casanova qui a lu Oui. la trilogie aussi, hein, et Patrick de Casanova me dit mais il n'est pas certain que ça finisse bien. Et je pense que c'est ce côté, enfin, je dis ça, je pense que c'est l'importance de l'aspect transhumain et de l'aspect de l'intelligence artificielle qui peut-être qu'il gêne un peu et qui peut gêner aussi certains lecteurs. Une des choses qui me frappe, mais ça on y reviendra peut-être un peu plus tard parce que j'avais une question à poser entre-temps, mais enfin c'est que on peut pas deviner forcément en lisant le livre, en dehors du fait que tu es libéral. Ça c'est clair, ça transparaît.
Mais pour le reste, sur des questions un peu orthogonales au libéralisme, des questions justement sur l'organisation sociale, est-on plus conservateur, progressiste, technophile ou pas, ou plutôt dans le ressenti, dans l'humain, vraiment le charnel. On aurait du mal à deviner exactement finalement qu'est-ce que toi tu essaies, enfin, qu'est-ce que tu essaies de promouvoir, ce qui est pas une bonne question d'ailleurs, puisque peut-être que tu essaies pas de promouvoir une des deux visions en particulier, mais en tout cas, je trouve qu'il y a des, c'est pas évident de deviner forcément une intention derrière la description de ces deux sociétés qui se côtoient et qui sont si différentes l'une de l'autre. Oui, savoir quelle est celle que j'apprécie le plus, c'est ça en fait la question. Mais la question, elle se pose pas forcément. C'est juste un cas d'école. Une fois de plus, c'est comme pour les rapports sexuels. Je souhaite être un entomologiste et je souhaite juste observer ce qui se passe et pousser au paroxysme les différents travers et avantages euh, de l'individu, des individus. Voilà, je pense que c'est ça et j'ai pas. Chaque individu est différent, chaque individu a sa façon de voir les choses et pareil pour en ce qui me concerne. Et non, simplement, je pense que c'est par rejet du fait que il y a beaucoup de personnes, enfin peut-être que ça va s'arranger, que ça s'arrange en ce moment. Beaucoup de personnes étaient contre le progrès, contre l'intelligence artificielle, comme si on allait faire des robots qui allaient nous massacrer, un petit peu comme dans Terminator. Je pense que d'ailleurs ce genre de film n'a peut-être pas arrangé. C'est peut-être pour ça aussi que je me suis un petit peu dirigé de ce côté-là, en prenant la défense, le parti, peut-être un peu plus que j'aurais dû le faire de ce genre de choses. Voilà. Ceci dit, moi j'ai souvenir de passages du livre aussi où tu décris quand même l'avènement de robots qui ont assez largement remplacé le travail humain, ce qui est quand même une des craintes de beaucoup d'adversaires de l'intelligence artificielle, de dire mais regardez si ça nous enlève nos emplois, ça va détruire de la richesse. Alors nous on sait par beaucoup d'économistes libéraux que c'est pas la bonne manière de penser, mais on pourrait croire ça en lisant le livre quand même. Bah, comme tu le dis, on s'est rendu compte que dans les sociétés qui utilisaient le plus l'intelligence artificielle, qui étaient les pays les plus développés, Japon, États-Unis et j'en passe, le chômage n'est pas l'élément qui est le plus marquant et le plus lourd. En tout cas, l'intelligence artificielle ne semble pas avoir tendance à augmenter le nombre de chômeurs. Elle déplace un peu le type d'emploi, le type d'activité, mais est plutôt générateur de bénéfices et d'emplois. Enfin, d'après ce que j'ai cru lire. Voilà. D'accord. Et alors ceci dit, même si ça ne détruit pas forcément l'essentiel de l'emploi, ça bouleverse profondément, en tout cas dans ton livre, hein, ça bouleverse profondément la structure de Ah la oui, société, la structure de ces emplois. Et c'est notamment, je crois, la cause principale de cette féminisation extrême de la société, c'est que les travaux de force ont disparu. oui. Évidemment, les quelques tâches physiques qui restent, ben oui, on les laisse aux quelques hommes qui restent. Mais sinon, finalement, comme la plupart des tâches sont devenues tertiaires et même de préférence administratives, mais finalement, les femmes se sont avérées plus adaptées pour les faire. Mais pourquoi ceci dit, est-ce qu'elles sont devenues plus nombreuses? C'est vraiment parce que elles étaient meilleures que les hommes aussi sur ces tâches-là? Ça peut-être parce qu'elles sont plus utiles. Enfin, toujours pareil dans l'idée de ce que je proposais. Elles sont plus nombreuses parce que plus utiles, et puis parce que peut-être, enfin, je sais pas, ça reste, c'est pareil, c'est moi qui affirme ça, mais tant pis, j'assume à nouveau. Les femmes sont peut-être moins violentes, elles sont peut-être plus réfléchies, elles sont peut-être plus posées. Alors, je ne peux pas préjuger de ce que donnerait une société avec 95% de femmes. Alors, certainement que les hommes restants seraient très, très heureux. Mais ça se fait petit à petit, ça se fait pas, ça se fait petit à petit parce que il y a une inutilité oui, une utilité de l'homme avec un petit H dans mon propos. Voilà. Il me semble enfin, non seulement il est inutile, mais en plus il est assez méprisé, assez marginalisé. En plus, alors, c'est lui qui est essentiellement prostitué, parce que dans ce monde-là, finalement, quand il y a encore un peu de demande
pour du sexe masculin, bah, ce sont des espèces de mutants à deux pénis. Là aussi, quand même, Tout c'est à fait, amusant. oui, ça c'est rigolo. Qui s'en Faut pas le occupent. dire, faut pas le dire, faut pas le dire, mais oui, oui, tout à fait. Là, je pousse aussi, je pousse aussi un petit peu loin le bouchon concernant l'évolution, comme si l'homme XY était un produit, enfin, je devrais pas dire ça, j'en fais partie, était un produit, une évolution un petit peu intermédiaire et un peu moins évolué, excuse-moi, Oui, un que la, stade moins que la, évolué que la femme, quoi, finalement. Ouais. que la femme. Voilà. Donc, en fait, dans mon cheminement, on a l'homme qui est le primaire, le primate, l'Homo erectus, l'Homo sapiens. On a la femme, et puis après, dans une évolution future, on aurait une femme augmentée. Voilà, en schématisant un petit peu l'idée. Alors Voilà. moi, je peux pas m'empêcher de faire le rapprochement avec le mouvement qui se passe depuis 5 à 10 ans, mais surtout 5 ans, où les revendications féministes sur l'égalité des droits, et ça c'est bien normal, et c'est tout à fait inclus, je pense, dans les idées libérales, mais enfin, sont devenues parfois une forme de revendication assez caricaturale, d'une forme de revanche des femmes par rapport à un monde où elles auraient été exploitées et dominées de manière systémique par les hommes. Quel regard tu portes toi sur les dérives les plus bizarres, on va dire, de cette espèce de néo-féminisme qui est devenu assez convenu aujourd'hui, assez consensuel et un peu prégnant de partout dans les médias? Ben, je trouve que c'est un petit peu antinomique avec l'intelligence que je prétends aux femmes. C'est-à-dire que on peut comprendre qu'il y a une envie de vengeance et puis qu'il y ait des inégalités qui est duré admettons, pendant des siècles. Mais je ne pense pas que c'est ça l'avenir de l'homme ni de la femme. C'est pas ce genre d'individu. Donc j'en pense pas grand bien. C'est pas tout ce qui est un petit peu extrême, tout ce qui est un petit peu extrême et qui est exacerbé ne donne pas une grosse preuve d'intelligence et ne risque pas d'aboutir à grand chose. Même si le phénomène est marginal, même s'il fait beaucoup de bruit, parce que aujourd'hui les minorités ont tendance à être très très bruyantes par rapport à la majorité silencieuse. Je ne crois pas. Alors, ça pourrait être un outil pour ce genre ce genre de roman, pour être un outil, mais non, non, je crois même pas que ça puisse être utilisé par ce genre d'individu. J'espère que non, et que c'est pas D'accord, pour mais ça qu'elle. en tout cas, il faut pas y voir, je suppose, une espèce de contre-pied systématique pour dénoncer justement les dérives du féminisme actuel. Non, C'est pas comme ça qu'il faut lire la chose, je suppose. non, non, du tout, du tout. C'est juste une supposition, c'est une trajectoire imaginée, imaginaire, en disant, bah voilà, l'évolution de l'homme, on a eu l'Australopithèque, on a eu l'Homo erectus, et ben il continue à évoluer. Et puis s'il continue pas à évoluer tout seul naturellement, bah, de toute façon, on va pas, enfin, ça veut rien dire. On va l'aider de façon non naturelle, artificielle, de façon à augmenter encore son intelligence, ses capacités de bien faire, ses capacités de nuisance, ses capacités de tout ce qu'on veut. Voilà. Et dans ces individus, qui soient mâles, femelles ou mixtes ou ambigus, euh, la- la- le problème, il est souvent, qui peut conduire à la violence, il est souvent l'humanité. Je devrais peut-être pas dire ça parce que, mais c'est souvent l'humanité qui a tendance à créer, nous emmener vers pas mal de malheurs. Voilà, à mon sens. Alors, à propos de malheurs créés par l'humanité, ouais, un des points qui m'a le plus intéressé, et là on ressent que tu as une formation scientifique, hein, tu vas peut-être nous en dire plus à ce sujet-là, mais c'est que tu parles de la problématique des eaux usées. Et là, je me suis Oui. dit, parce que c'est un point que j'ai pas mentionné peut-être dans le résumé, c'est que une des grosses problématiques, c'est qu'il y avait besoin de beaucoup d'eau pour traiter les eaux usées par notre mode de vie occidental tel qu'on le connaît actuellement. Et puis à un moment donné, lorsque l'eau est venue à manquer, on n'avait plus du tout de quoi traiter les eaux usées. Et en fait, plutôt que de les traiter, il a fallu se contenter de les diriger en utilisant le relief vers un point bas. Et ce point bas, ben, pour toute l'Europe, c'est devenu la Méditerranée, et Marseille en particulier,
donc qui est une sorte de version de Marseille actuelle, mais largement largement pire quoi, parce que c'est devenu littéralement la poubelle, l'égout de toute l'Europe. Et voilà, c'est abominable. Mais ça m'a fait me demander, tiens, on est assez peu, je pense, j'espère ne pas être le seul, à pas savoir exactement comment est-ce qu'on traite les eaux usées, jusqu'à quel point c'est possible. Enfin, moi, ça me semble à la fois fascinant et un peu inquiétant d'arriver à transformer l'eau de nos toilettes, on va dire, en eau propre et éventuellement potable. Alors, est-ce que est-ce que le problème qui s'est passé dans le roman est un problème qui pourrait se poser dans le système actuel de traitement des eaux tel qu'on le connaît? Tout d'abord, alors le traitement des eaux usées, je ne suis pas spécialiste du traitement des eaux usées. Simplement, ce que je sais, c'est que ça demande énormément d'énergie, beaucoup d'oxygénation, et ça demande des quantités d'eau douce qui sont, j'allais dire, qui sont énormes. Donc, dans mon roman, j'avais dit, bah écoutez, comme on est obligé, on n'a plus d'eau douce, on est obligé de dessaler l'eau de mer, on va pas s'amuser à aller traiter les eaux usées, c'est difficilement possible. Et le traitement de lagunage, c'est un traitement de lagunage, mais alors grandeur nature, qui est réalisé, c'est-à-dire qu'on prend les eaux usées, on balance tout dans un endroit, puis on attend que les bactéries, les micro-organismes fassent leur travail. Euh, donc discutable là, dans le roman, et puis et problématique aussi, comme tu as pu le constater. Euh, mais on sait pas trop, on sait pas trop faire mieux aujourd'hui. On sait pas trop faire mieux aujourd'hui. Euh, euh, ce que je voulais montrer aussi, c'est que lorsqu'une une réponse est une réponse à un problème est faite de façon massive et étatique, on va toujours vers des catastrophes. Je- pour moi, par exemple, la voiture électrique ou les éoliennes, bon, et puis on serait peut-être sur d'autres sujets, on pourra en discuter aussi. Chaque fois qu'il y a une décision qui est prise de façon massive au niveau européen ou au niveau français, en disant voilà, messieurs, dames, maintenant c'est comme ça, on va toujours vers des catastrophes. Ah oui. Alors, Bon, pour pendant aller 30 ans, on fait le diesel et puis on se rend compte que finalement c'était pire que ce que c'était censé résoudre. Et... on le favorise et puis après on se dit bah écoutez finalement ça fait pas mal de trucs et ben marche arrière on arrête tout c'est pas bien. Moi je suis pour les micro expériences c'est ce que j'ai voulu montrer mais les expériences qui sont faites à coût de budget privé ça veut dire que ça marche c'est le jackpot, tu gagnes de l'argent, ça marche pas, on parle plus tôt. Alors que lorsque c'est fait avec de l'argent public sur fond d'argent public, même ce qui ne marche pas est poussé en avant. Alors, pour aller à contrario et pour me tirer un peu une balle dans le pied, non, je vais étayer mon propos. On parlait justement de désaliniser l'eau et c'est très coûteux pour récupérer le sel. Il semblerait que depuis 2017, sortie du roman, il y a des pistes sérieuses pour traiter l'eau salée et pour la rendre potable plus facilement. Après, je me suis pas suffisamment renseigné là-dessus, mais voilà, par J'ai exemple, entendu parler d'évolutions assez notables en Israël et en Australie, je crois. voilà, donc Voilà. ce sont des initiatives privées qui peuvent être ponctuelles. Si elles sont valables, bien sûr, on a tout à fait le droit de les généraliser, de l'utiliser, mais pas avant d'être passé par le laboratoire d'essai qui est les différentes expérimentations. C'est par les expérimentations qu'on progresse et pas en affirmant, et surtout pas si c'est un technocrate ou un politicien qui va dire, bah, écoutez, monsieur, la désalinisation de l'eau, maintenant, c'est comme ça. Ça peut pas marcher. Même entouré de spécialistes, parce que si ce sont des spécialistes à visée plus politique que scientifique, ou qui sont nourris euh, par les États, ça se passe pas de la même façon. On n'a pas le Moi, libre arbitre. ouais, j'ajouterais peut-être un point sur ce côté, comment dire, sur les défaillances des experts et spécialistes en tout genre. C'est que même lorsqu'ils ne sont pas spécifiquement abreuvés comment dire, de culte de l'État, voilà, pour faire simple, restent de toute façon victimes de leur propre spécialisation. Et ça, c'est quelque chose, alors moi, en ayant étudié le concept qu'on appelle d'intelligence collective, je m'en suis beaucoup rendu compte, c'est que souvent, il suffit d'apporter de la diversité, mais y compris à des points, enfin, dans des choses, dans des proportions vraiment saugrenues, quoi. C'est-à-dire que vous avez un problème très complexe et vous faites venir quelqu'un qui est maçon, prof d'anglais ou je sais pas quoi d'autre
et à qui on va demander de réfléchir sur ce même problème. Et parfois, c'est pas qu'à lui tout seul il va le résoudre, mais c'est que parfois il va apporter une sorte de diversité de perspectives qui va tout d'un coup faire voir un angle qu'on n'avait pas vu, débloquer un sous-point particulier qui va finalement permettre d'avancer. Et je sais qu'il y a eu des expériences. Alors là, peut-être je mettrai une ou deux références pour les auditeurs qui m'écoutent et c'est difficile comme ça à décrire entièrement au micro, mais je mettrai quelques références que j'avais un petit peu écrit là-dessus. Il y a eu des expériences réelles, que ce soit dans la recherche de sous-marins ou dans la détermination de causes d'une catastrophe comme l'explosion de la navette Challenger en 84, je crois, où cette intelligence collective justement a été vue en action et qu'en la décortiquant, on comprend mieux que ça a beaucoup à voir avec la diversité des points de vue qui enrichit plus qu'elle n'embrouille finalement. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est pas, c'est Alors, souvent. pour aller dans ton sens et puis pour mettre en avant aussi l'intelligence artificielle, elle peut avoir aussi l'avantage de pouvoir, euh, comment dire, rassembler des informations en quantité très importante et logiquement de pouvoir les mettre à disposition de toute la société, c'est-à-dire du maçon dont on parlait tout à l'heure ou autre. Et là, l'intelligence de chaque individu va apporter un petit quelque chose à l'intelligence collective. Et ça, je pense aussi une fois de plus que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui peut euh, Internet, l'intelligence artificielle peut nous apporter énormément dans la confrontation des idées et des process qui sont mis en avant par un monde, par 10 milliards d'individus. Voilà. Mm. Mais si ce n'est que alors, dans ton roman, le problème c'est que ce qui se passe, c'est plutôt une forme de centralisation face à des problèmes mondiaux, et, bah, notamment le réchauffement climatique et autres. Bah, dans ton livre, on a des espèces de soit de giga-corporations ou simplement des espèces de giga-institutions publiques ou parapubliques qui émergent et qui Oui, vont, dans une bonne intention, essayer de coordonner toutes les forces et le meilleur de ce qui peut exister du point de vue des compétences sur Terre. Mais en réalité, comme elle va les faire collaborer non pas en parallèle et en concurrence, mais sous la forme du consensus ou de la dictature, ça donne pas le résultat, ça donne pas le résultat escompté, quoi. Donc malheureusement, ça part un peu des mêmes prémices, mais finalement, ça utilise différemment cette notion de récolte de la connaissance éparpillée, pour faire une mauvaise citation de Hayek. bah, tout à fait. Dans la France de 2023, est-ce que tu peux imaginer que des éventuels rares candidats à la révolte fiscale soient obligés de vivre en autarcie, comme ça, en parallèle de la société? Est-ce que ce serait imaginable, souhaitable? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a déjà traversé l'esprit? Non, c'est pas imaginable, c'est même, là, je suis désolé par rapport à, je vais te dire un petit peu, là, c'est pas seulement imaginable, c'est imaginé. Tu parles de révolte fiscale, donc les gens qui sont des adeptes des monnaies comme le Bitcoin, ce sont déjà des marginaux entre guillemets au sens de que je les avais décrits dans, où je les avais décrits dans le roman, et qui essaient justement d'échapper à cette, enfin pas seulement à la mainmise fiscale, mais à conserver, ah bah, c'est ça que je devrais dire, à conserver une certaine forme de liberté économique qui à ne pas être dépendant de la grosse matrice étatique. Je pense que ça pourrait être ça. On va pas parler enfin, c'est pas une révolte, c'est peut-être une mini, j'en sais rien, une mini révolution, mais oui, sur marginal avec peu d'individus, c'est tout à fait, ça me semble tout à fait pouvoir être ça. D'accord. On a parlé de marginaux, on a parlé, je voudrais faire un petit coup de pub. Après, ça peut être discutable, mais j'ai cherché pendant bien avant 2017 même, j'ai cherché à trouver un parti libéral, des gens donc j'ai bien trouvé des individus et tu en fais partie et plein d'autres aussi que j'ai eu le plaisir de côtoyer. Euh, simplement, il n'y avait pas de proposition. J'ai même fait partie du parti libéral et il s'appelait libertarien au départ.
Bah, c'est ça, le Parti libertarien, après, qui est devenu Parti libéral, mais j'allais dire, je vais dire une bêtise, mais on était une quinzaine de personnes en France. Donc, aller monter un parti avec 15 personnes en France, c'était bien désespérant. Et c'est le discours que j'ai depuis ce temps-là. Je dis, ben, oui, je risque pas de faire beaucoup de mal aux gens, puisqu'on n'est pas assez nombreux. Néanmoins, toutefois, je vois apparaître un monsieur dont je vais lui faire de la pub, qui est Monsieur David Lisnard. Je suis pas très comment dire, je suis pas, comme tu l'as compris dans ce que j'ai écrit, je cherche pas un fureur, je me méfie comme de la peste de la personne providentielle. Par contre, une personne qui pourrait avoir un récit qui corresponde au libéralisme et qui pourrait avoir une chance effectivement de capter un petit peu de voix, bah pour l'instant je vois que lui. Alors voilà, donc je voulais juste faire un petit coup de pub, voilà. Non, mais je trouve aussi, et d'ailleurs, alors pour être tout à fait transparent avec mes auditeurs, je l'ai contacté il y a quelque temps, mais j'ai jamais eu de réponse pour l'instant. Mais je désespère pas quand même d'arriver à l'avoir à ce micro un jour ou l'autre. Donc si ça vous intéresse, les auditeurs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à me faire savoir si vous avez des contacts avec lui. Je serais ravi évidemment de l'interroger. Et je sais que enfin, c'est quelqu'un qui a lu Bastia par exemple, ce que peu de politiques peuvent dire. Donc, non, mais non, je comprends tout à fait, même si, oui, je suis comme toi, je garderai toujours une petite méfiance naturelle envers cet espoir dans l'homme providentiel. Mais enfin, il faut bien dire que si on veut faire des réformes à un moment donné, il faut bien quand même qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle. Voilà. Si j'ai la possibilité, j'irai dans son sens parce que pour aujourd'hui, là, pour maintenant, la seule personne qui a un discours un peu libéral, je crois en tout cas, bah c'est lui. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait voir une forme d'identification entre toi-même et ce personnage de Alain et qui dans le roman, il vit sa vie de son côté, quoi. Finalement, il n'est pas forcément là à vouloir prêcher une parole particulière, mais enfin, il vit selon ses valeurs et il emmerde le reste du monde, quoi, en quelque sorte, hein. Enfin, au sens, il veut qu'on le laisse tranquille. Est-ce que tu t'identifies un peu à ce personnage? Ou certainement, certainement. Oui, il y a un petit bonhomme. Il y a l'histoire du bateau aussi, le voilier. Oui, bien sûr, il y a des tas de descriptions hein, de voiliers, de voiles et tout. On sent que tu pratiques, quoi. Voilà. Par contre, il n'était pas question de faire un. C'est pas du tout quelque chose d'autobiographique. Non, bien sûr. Ça m'intéresse pas du tout. Par contre, oui, 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 quelque part. Et puis aussi et puis soyons honnêtes. J'en sais rien. C'est difficile d'être honnête. Soyons clairs. Chaque individu, il a plein de défauts aussi. Et on est toujours dans la certitude. Ça serait d'ailleurs même dommage d'être certain qu'on ait raison. Donc, Ouais. aller imposer à d'autres personnes mes idées, non, non, je les impose pas, je les propose. Voilà, après ça plaît ou ça plaît pas, ça permet aux gens de critiquer, de d'avoir d'autres points de vue. Je suis un admirateur d'Ayn Rand aussi. J'ai lu ses romans, mais en très peu de temps, je l'ai dévoré. La grève et puis Avant d'écrire cette trilogie ou pas? oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et elle m'a, j'ai dit, mais quelle bonne idée elle a eue, quelle bonne idée, quel croche-pied elle l'aura fait, une femme aux États-Unis entrepreneur. C'est extraordinaire, quoi. Oui, son parcours de vie est quand même assez Voilà, voilà. Donc, exceptionnel. si j'arrivais à faire le dixième de ce qu'elle est capable de faire j'allais dire pour le libéralisme aussi, pour les idées justement de liberté, de protection de l'individu et pas toujours penser collectif. Bon, penser collectif, c'est bien, c'est pas non plus, mais d'abord l'individu, ensuite le collectif. La plus petite des minorités. Oui, oui, et voilà, donc si je pouvais faire, si j'arrivais à faire lire un petit peu ce genre d'ouvrage, alors ça vient quand même, hein, faut pas non plus exagérer, je vends des livres et ça se vend pas si mal. Tu fais quand même des salons, des séances de dédicaces, et je crois que tu t'es Oui, autorisé oui, oui, bien sûr. justement pour pouvoir, peut-être même si tu en vends moins, tu les vends mieux, quoi, en quelque sorte, les intermédiaires, et ta liberté totale sur là où tu es distribué ou pas, etc.
Si j'étais vraiment très très bon et que je vendais 200 000, 300 000 livres, je dirais je vais pas aller me casser la tête. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc je suis plutôt dans l'ordre du millier. Et là, j'ai besoin à ce moment-là de pouvoir avoir l'essentiel du bénéfice de la vente des livres pour pouvoir continuer simplement ce que je fais. C'est pas Ouais, bien avec sûr. ça que je vais m'enrichir. Voilà, hein, et puis je vois là, c'est compliqué quand on va dans un salon, que les personnes sont avec des éditeurs qui ont. C'est compliqué, hein, d'être éditeur aussi, j'imagine que c'est très très compliqué. La marge, elle n'est pas extraordinaire. Lorsque le libraire a pris sa marge, l'éditeur a pris sa marge, et ben la personne qui a écrit finalement, elle se retrouve avec une portion qui est relativement congrue. Et on va être cash. Hein, quand je fais un salon, si je vends 20 livres, je vais arriver à faire, j'en sais rien, 5-6 € par livre. Donc, bah, bon, c'est pas non plus de quoi. Mais pendant ce temps-là, mes petits camarades qui vont vendre, ils vont prendre 50 centimes, 80 centimes sur le livre. S'ils en vendent 20 dans la journée, Ouais. c'est le plaisir, bien sûr. Je veux bien que ce soit le plaisir de vendre. Donc voilà, je pense que c'est plus le plaisir parce que déjà, je suis pas sûr que l'opération soit très rentable si on prend en compte le temps que ça prend, etc. Enfin, il faut que ce soit un loisir, mais sinon, ouais, on comprend bien que c'est pas ce qu'on va faire pour s'enrichir, quoi. Bon, de toute façon, comme toute entreprise un peu artistique et culturelle, je pense que si on le fait dans l'optique de s'enrichir, généralement, c'est quand même pas la meilleure voie à suivre, quoi. Mais simplement, passer des journées, moi je vois le retour parce que je côtoie des gens, justement d'autres auteurs qui sont édités, j'entends des petits auteurs, hein, on est d'accord. Mhm. C'est la misère, c'est laborieux, et c'est pénible, c'est pas agréable pour eux. Donc voilà. Voilà. D'accord. Alors moi, Euh, je trouve ça confortable. Je fais comme j'ai envie. Je vais aller faire les marchés là maintenant. J'ai décidé ah ouais, de commencer d'accord. et je vends dans les marchés aussi. Voilà, j'essaye un peu tout à ma guise, comme dirait une ancienne. Oui, non, c'est une pub avec un regretté acteur français. Ouais, tout à Effectivement. fait. Ouais. Et d'ailleurs, Voilà. je l'ai pas dit, mais pour les auditeurs qui voudraient se procurer le livre, quel est le canal à privilégier? Sachant qu'on le mettra en lien dans la description, bien sûr. Mais c'est de Oui, le bah, prendre directement ou d'aller en librairie ou sur Amazon? ah bah sur Amazon, ils pourront l'avoir en virtuel, mais en réel, je sais même pas parce que je sais même pas comment c'est imprimé. Donc en général, bah, ils me demandent sur Facebook et puis je les envoie. Je les envoie, j'envoie les livres, j'envoie la trilogie, et je prends pour moi, donc c'est le même prix que ce qu'ils auraient dans une librairie. Enfin, le prix du livre est fixé, hein. Et donc je prends On est en pour France, moi ouais. le transport. Euh, alors, c'est juste une petite parenthèse. Lorsque j'envoie des livres à l'étranger, donc ça arrive quand même, en Belgique, au Canada, je paye moins cher que quand je les envoie en France. Là, c'est amusant, ça. Il y a une raison particulière? Bien sûr, il y a une raison, c'est pour protéger la culture française et pour la permettre de s'exporter. Donc, je paye moins cher quand j'envoie un livre ou la trilogie au Canada ou en Belgique ou en Angleterre qu'en en France. Voilà. Bon, bah, ça me fait très plaisir pour nos amis belges et canadiens. Oui, mais voilà, alors moi, pour le marché franco-français, donc c'est Ouais, c'est pas pas. Non, terrible. non, mais voilà. Bon, après ça se fait, ça se gère, ça se gère, ça se gère. Voilà, on est dans on est dans de l'artisanal. Si un jour c'était plus de l'artisanal, j'en serais enchanté, hein, faut pas non plus. Mais à ce moment-là, on verrait, on prendrait d'autres dispositions. Mais pour l'instant, on en est là et ça se passe bien comme ça. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, je peux qu'encourager les auditeurs à lire le livre parce qu'en plus, je pense qu'un entretien audio, une interview peut pas lui rendre justice. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup ri finalement. Enfin, à la fois, j'ai été captivé par l'histoire, mais j'ai aussi beaucoup souri de manière malicieuse en le lisant parce que vraiment, je trouvais les descriptions, bah ouais, je sais pas, le ton me parlait bien. Et puis donc pour les gens qui seraient, qui après l'avoir lu, peut-être vous êtes contactés. Donc, je crois que sur Facebook, c'est Robin Deschamps. Oui, oui, c'est Yves Massocia aussi. Voilà, ou Yves Massocia, de C, mais de toute façon, on mettra tout ça en description et on te trouve essentiellement quoi sur Facebook, Twitter. Oui, C'est comme ça que que tu reçois tes fan mails en quelque sorte. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Là, D'accord. c'est comme ça que je contacte. Et puis après, c'est le bouche à oreille. Et puis c'est des gens qui viennent me contacter. Il y a deux, trois points de vente quand même, hein, de mes livres, mais ce sont des centres culturels Leclerc, en particulier à Tigneux, qui vendent directement mes livres. Donc il y a des personnes de la région qui vont le chercher aussi directement là-bas.
Voilà. D'accord, super. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, ou revenu à ce micro d'ailleurs, parce que pour parler un peu des coulisses, j'avais été obligé de réenregistrer l'entretien parce que j'avais pas bien fait mes devoirs la première fois. Mais donc, merci beaucoup en tout cas d'être revenu et j'espère que le résultat sera quand même à la hauteur de nos attentes respectives. Et puis voilà, ben, bon vent pour la suite, hein, si j'ose dire, pour un marin. Donc, il y a la trilogie, il y a le Bananier de Porcieux qui était le petit roman dont on parlait tout à l'heure euh, Puis il va y avoir une petite. Là, je vais essayer de faire des fables, alors que, à la façon tout en vers, en pied, à la façon Jean de La Fontaine, et ça s'appellera Le mièvre et la tordue. D'accord. Et il y aura, je pense On qu'il y va me aura, dire. il me semble que, mais j'ai dû t'en envoyer un petit extrait, mais je pense qu'il y aura, là, en gestation, c'est en cours d'écriture. Ça sera certainement aussi une petite pièce de théâtre avec des dialogues, et ça va être encore une fois, là, ça va être méchamment libéral, là. Ah, bon, Ouais, alors écoute, je je- m'engage, si tu as des fables, si tu écris des fables, je veux bien les lire au micro, au moins une ou deux en tout cas, pour faire partager à nos alors, auditeurs. Là, ça serait sympa. Alors, il faut avec grand plaisir, simplement tu me laisses les finir de façon là. Je suis en train de les tester, hein. Je les envoie à d'autres écrivains, je les teste, j'essaie de faire le produit le mieux possible, le plus propre possible. Et puis, mais alors, avec grand plaisir, parce que je pense qu'il y en a deux, trois qui peuvent être assez ludiques. Je vais Parfait. commencer à les tester là pendant les marchés de Noël. Et je pense que je vais les déclamer aussi en plus de vendre mes livres. Je crois que je ne vais pas me gêner. En fait, c'est ça le problème, c'est que je me gêne pas. Et, et donc voilà. C'est ce qu'on aime bien, hein, je veux dire, je pense que c'est pour ça que ton public t'aime bien, c'est que il y a un côté direct, quoi. Bon ben, Yves, merci beaucoup pour ta participation et à bientôt, j'espère, donc soit en vrai, soit de nouveau à ce micro. Eh ben, c'est super. Merci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver les liens en description et pour ceux qui, comme un auditeur récemment, m'ont demandé parce qu'apparemment ils voyaient pas la description s'afficher dans leur application particulière de podcast. Si vous avez un doute, soit vous allez voir sur YouTube ou encore mieux, vous allez voir sur contrepoint.org à la rubrique podcast. Vous verrez donc l'article qui est lié à ce podcast et là il y a une copie de la description où donc vous verrez non seulement les chapitres avec les timecodes, mais en plus les liens que j'ai sélectionnés avec mon invité. Enfin, puisque nous sommes en fin d'année, vous me permettrez de profiter de ce micro pour faire un appel à contribution, puisque vous le savez probablement, c'est une association qui édite ce magazine ultra capitaliste et adorateur du profit qu'est Contrepoint. C'est une association sans but lucratif justement, mais comme vous le savez, il n'existe pas de repas gratuit, et donc tout ça a un coût, hein, le fait de proposer des articles quotidiennement sur le journal, de les faire correctement relire, de communiquer avec les auteurs, etc. Bref, c'est un vrai travail du journalisme et donc pour tenir dans la distance, c'est un travail qui nécessite des moyens et je parle même pas de la technique, hein, je veux dire l'hébergement et toutes les coulisses qui sont pas forcément très excitantes mais qui existent. Et comme nous avons une politique consistant à refuser toute subvention publique, que d'ailleurs on ne nous propose pas, mais enfin on refuserait quand même si c'était le cas, eh bien ça nous laisse essentiellement l'option de devenir payant ou simplement de compter sur la générosité de nos lecteurs et de nos auditeurs. On a choisi cette seconde option parce qu'on pense que c'est important de pouvoir simplement diffuser une vision du monde un peu différente de ce qu'on voit dans les médias traditionnels et qui serait pas systématiquement hostile à cette idée totalement radicale qui est la liberté individuelle. Donc voilà, c'est le choix qu'on a fait et pour ça évidemment on compte sur la générosité de nos contributeurs. On repose vraiment sur une immense majorité de petits donateurs, donc l'adage les petits ruisseaux font les grandes rivières n'a jamais été aussi vrai. Et pour contribuer, tous les moyens de paiement sont acceptés évidemment pour vous faciliter la vie. Donc en l'occurrence chèque, carte bancaire, PayPal et même crypto-monnaie si le cœur vous en dit et que vous souhaitez faire un bras d'honneur aux banques centrales. Donc rendez-vous sur www.contrepoint.org/aider-contrepoint. Sinon tout simplement sur le site vous verrez les petits boutons assez visibles qui vous permettent de faire un don ou encore simplement là dans la description de l'émission je vais également inclure évidemment tous les liens qui vont bien. Donc merci d'avance à tous ceux qui contribuent, merci aussi évidemment à tous ceux qui nous écoutent et qui partagent. Et je rappelle dernièrement, ce qui n'est pas tout à fait anecdotique, que le don est déductible de votre impôt sur le revenu.
Donc finalement, c'est une manière d'investir dans vos propres idées et d'avoir une forme de retour sur investissement direct via la déductibilité et indirect via le travail qu'on effectue tous les jours pour que les idées libérales ne meurent pas dans le pays où elles sont pratiquement nées, ce qui serait tout de même un comble. Donc merci à tous, et quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. À très bientôt.